Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. Les manifestations ont repris en Algérie avec de nouveaux slogans. Des dizaines de milliers de personnes, des étudiants pour la plupart, ont investi les rues de la capitale pour exprimer leur refus des décisions annoncées hier par le président Abdelaziz Bouteflika. Promouvoir la coopération législative entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Un mémorandum d'entente a été signé dans ce sens. Il vise à imprimer une nouvelle dynamique à la collaboration entre les instances et groupes d'amitié des deux institutions. Une fusillade à Goulmim. Un homme a tiré hier soir sur des passants avec un fusil de chasse, faisant 1 mort et 11 blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect âgé de 44 ans qui résidait auparavant à l'étranger pourrait souffrir de troubles mentaux. Culture, design et art, CDA pour les intimes, un nouveau venu sur la scène culturelle casablancaise, un espace transversal disposant à la fois d'une salle d'exposition et d'un corner dédié aux livres et à la culture visuelle. La galerie a ouvert le bal avec une exposition de l'artiste designer Rachid Lemouit. Madame, Monsieur, bonsoir. Après l'euphorie, c'est le doute qui s'empare des Algériens. Si dans un premier temps, les mesures annoncées hier par le président sortant ont été saluées, très vite, elles ont été qualifiées de subterfuge par les Algériens. Les manifestations ont repris ce mardi avec de nouveaux slogans. Des dizaines de milliers de personnes, des étudiants pour la plupart, ont investi les rues d'Alger pour exprimer leur refus des décisions prises par Abdelaziz Bouteflika. Le point avec Amina Benkhal. Nouvelle marée humaine au cœur d'Alger, mobilisée contre ce qu'ils qualifient de ruse du système pour se cramponner au pouvoir. Les étudiants brandissent toutes sortes de pancartes. Certains expriment leur colère, d'autres parlent du mandat 4,75. Une manière de tourner au ridicule la décision du clan Abdelaziz Bouteflika. Il a essayé de sauver son 5e mandat tout simplement en prolongeant le 4e et en reportant les élections. C'est inacceptable. Je n'approuve pas cela en tant que citoyen. Nous n'acceptons pas cette prolongation. Ils ont d'abord annoncé la tenue d'autres élections tout en maintenant la candidature de Bouteflika. Maintenant, ils parlent du report du scrutin. Tout cela revient au même. Nous n'acceptons rien de tout cela. Nous voulons que tout ce clan parte. En dehors des milliers d'étudiants rassemblés dans la capitale, des foules compactes ont également investi les rues de Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou, encore Bouira. Les défilés auxquels les professeurs universitaires ont participé. Ils ont dénoncé la décision de l'entourage présidentiel de reporter le scrutin à une date inconnue, en rappelant que la Constitution ne le permettait pas. La Constitution. Nous leur demandons de respecter la Constitution. Le président n'a pas le droit de reporter les élections et prolonger le 4e mandat. C'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Je pense que le pouvoir est disqualifié pour gérer n'importe quelle transition. La transition doit être gérée par des personnalités crédibles qui vont émerger et qui existent en Algérie. L'annonce du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika n'aura donc pas suffi à apaiser la rue algérienne. C'est le message véhiculé par ces milliers de jeunes qui ont lancé le hashtag mouvement du 15 mars sur Internet. Ils appellent ainsi à un 4e vendredi de mobilisation réunissant toutes les catégories d'âge, corporations et groupes professionnels à travers le pays. Pour parler de la situation en Algérie, avec moi sur le plateau, notre consultant et expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une victoire de la contestation algérienne ou du pouvoir qui garde finalement la main mise sur la transition ? En fait, je reprendrai la formule parue dans la presse algérienne. Au fait, la rue a gagné la mi-temps, mais le pouvoir joue sur la prolongation. Au fait, rien n'a changé, c'est juste des plats réchauffés. C'est la même proposition qu'avait fait déjà le pouvoir concernant la cessation des manifestations afin de pouvoir allonger un 5e mandat. Aujourd'hui, il n'y a plus de 5e mandat, certes, mais il y a un 4e mandat prolongé. Donc rien n'a changé. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui détiennent les rênes du pouvoir. Et la décision du pouvoir aujourd'hui, elle sort de son contexte constitutionnel. D'ailleurs, il n'y a aucune référence à la décision de Bouteflika, que ce soit le report des élections ou la décision d'entamer un processus de négociation et de discussion à travers une conférence nationale inclusive. Donc, on est dans un statu quo, on est toujours dans la même gabégie produite par le pouvoir auparavant. Alors, Abdelaziz Bouteflika a adressé
un message à la nation hier, un message où il annonce notamment que la présidentielle est reportée et qu'il renonce à un 5e mandat. L'opposition dénonce un complot, la majorité salue l'apaisement. Les réactions sont mitigées. Comment est-ce qu'on peut analyser ce jeu d'ombre et de lumière? Je reprends toujours la presse algérienne. D'ailleurs, Al-Watan a fait un titre extraordinaire. On parle de la ruse, une des dernières ruses, l'ultime ruse de Bouteflika. En fait, le pouvoir a toujours essayé de ruser avec la rue. On sait très très bien que la demande de la société et principalement des jeunes et du mouvement 15 mars, ce n'est pas seulement le départ de la personne, le départ de Bouteflika. Tout le monde sait que cette personne, elle est là, mais il y a d'autres clans, d'autres qui gèrent le départ de tout un système. Donc c'est tout le système que la société algérienne veut qu'il change. C'est un système qui contrôle l'Algérie depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui et principalement depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont toujours les mêmes personnes et on joue sur une certaine schizophrénie de la scène politique et même qu'on essaie de rappeler certains, on les sacrifie par la suite. Ça se voit très très bien avec Ouihia qu'on a rappelé après le 4e mandat. On l'a sacrifié aujourd'hui. C'est quelqu'un d'ailleurs pour Ouihia, l'ex-premier ministre, qui n'a pas soutenu en intimité le 4e mandat, mais qui soutient avec ferveur le 5e mandat. Donc déjà, il y a une contradiction chez le bonhomme. C'est l'aile qu'on rappelle pour soutenir la candidature de Bouteflika. Par la suite, on le lègue aux oubliettes. Donc, il y a un certain nombre de rivalités à l'intérieur du pouvoir. Il y a des tandems qu'on essaie de mettre en place, qu'on annule. Et le jeu est toujours maintenu par les 3 détenteurs du système. La famille, en quelque sorte, qui essaie de se trouver une impunité et une sortie honorable, et ses proches. Et bien sûr, il y a les sécuritaires et les businessmen et les politiques qui essaient de jouer sur cet échiquier assez sombre. Professeur, vous restez avec nous. Je vais vous revenir vers vous dans un instant. Avant cela, on va s'intéresser à la presse. L'annonce faite hier par le président algérien a provoqué plusieurs réactions de la part de la presse internationale et algérienne. Certains qualifient la décision de supercherie, d'autres évoquent un début de victoire pour les Algériens et leurs attentes. Nous démarrons le tour d'horizon avec la presse algérienne partagée entre scepticisme et dérision qui a diversement interprété les mesures annoncées par Abdelaziz Bouteflika. Le récit est de Salim Abnag. C'est le quotidien algérien publié en langue française de référence. El-Watan a floqué sa une d'un titre qui résume bien le sentiment mitigé de la population. La dernière ruse de Bouteflika, il annule la présidentielle mais reste au pouvoir. Dans ce dossier, le quotidien n'y va pas par 4 chemins. Sont évoqués la violation de la Constitution, à laquelle la décision du président ne fait aucune référence, et les manœuvres du clan Bouteflika pour maintenir le président au pouvoir. Et jusqu'à quand? Liberté se pose la même question et titre « Bouteflika prolonge son 4e mandat ». Scepticisme également pour El Khabar. Le quotidien fulmine « Bouteflika restera président sans élection ». De l'autre côté de la Méditerranée, les quotidiens espagnols suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe chez le voisin algérien. El País accueille avec beaucoup de prudence les annonces de la présidence et la qualifie de formule qui permet de gagner du temps. En France, le Parisien s'interroge. Et maintenant, quel scénario? Le quotidien évoque une première victoire et rappelle qu'elle plonge l'Algérie dans l'inconnu. Première victoire aussi pour Libération, qui regrette néanmoins que le président invisible reste au pouvoir et avec lui le système militaro-clientéliste qui gouverne l'Algérie depuis l'indépendance. L'Algérie tourne la page Bouteflika, annonce le Figaro, touché par la soif de démocratie des Algériens et leur attente profonde d'une transition pacifique. L'annonce faite par le président algérien a également fait l'objet de nombreuses analyses au niveau de la presse marocaine qui suit de près la situation en Algérie. Les éditorialistes qualifient ces annonces de poudre aux yeux. Ils pointent également du doigt le report du scrutin jugé anticonstitutionnel. C'est un reportage de Yassine Gouindi, Emin Hiddou, le récit est de Rizlan Taipi. Les yeux des journalistes sont rivés sur le fil de la PS. Ils scrutent le moindre communiqué du palais Al-Mouradia sur l'agence de presse algérienne. C'est celui d'hier, tombé en fin d'après-midi, qui cristallise l'attention. Pour eux, le retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat et le report s'inédit de la présidentielle n'est qu'un subterfuge. L'agenda annoncé montre explicitement l'intention du régime algérien qui veut se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. La décision annoncée hier, selon la presse marocaine, n'est qu'un cataplasme sur une jambe de bois. Elle a été prise pour donner l'illusion d'un changement, mais sans réel changement. Le régime ne courbe pas les chines et ne répond pas aux revendications du peuple.
Le peuple demandait à Bouteflika de renoncer à briguer un 5e mandat. Il a répondu en allongeant son 4e mandat, ce qui est anticonstitutionnel. Je pense que les Algériens ne vont pas se contenter de ces annonces et poursuivront les manifestations. Pour les journalistes marocains, le véritable révélateur sera vendredi. L'acte 4 de la contestation algérienne sera crucial pour l'avenir du pays. Professeur Khalid Chegraoui, je reviens vers vous. Alors l'influent quotidien Al-Watan, on vient de le voir titré en une, la dernière ruse de Bouteflika. Est-ce qu'on peut vraiment parler de subterfuge puisque finalement rien ne change? Abdelaziz Bouteflika reste au pouvoir et puis il prolonge son mandat actuel. Effectivement, et pas seulement parce qu'il y a une totale opacité. On a parlé d'un changement plus ou moins et d'une préparation pour une période indéterminée. On ne sait pas jusqu'à quand ça va se passer. Déjà, il a reçu un personnage très important et assez présent sur l'international, principalement monsieur Al-Khadar Ibrahimi. On ne sait pas ni pourquoi ni comment. On parle comme quoi il sera pressenti pour diriger la conférence nationale, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est officiel en ce qui concerne cette question-là. Et on parle d'un certain nombre d'annonces qui vont se faire d'ici le 14 pour la dissolution du Sénat, de l'APR, l'Assemblée populaire nationale, et même du Conseil constitutionnel. Donc, il y a vraiment un grand doute qui entoure la cité du pouvoir en Algérie. Et bien sûr, cette presse ne sait à quelle tête se vouer, et du moment que les choses ne sont pas claires. Et bien sûr, il y a aussi un certain nombre de rivalités, un certain nombre de tendances qui sont exprimées par cette presse. Donc, on a tendance parfois à lire la presse de l'opposition, mais il faut voir aussi que la presse liée au clan du pouvoir cherche plus ou moins à maintenir ses agents et ses agendas en place. Donc c'est une opacité et c'est quand même un raisonnement totalement abscon qui sévit à Alger aujourd'hui. Alors, le temps que la conférence nationale destinée à fixer une nouvelle date pour la présidentielle se tienne, il peut se passer beaucoup de temps. Est-ce que cette période de transition peut représenter un danger pour l'unité du pays et surtout pour la stabilité de la région? Effectivement, on parle d'une période transitoire jusqu'à la fin de l'année 2019. Mais il se peut que ça se prolonge plus amplement. Donc ça va impacter l'ensemble des acteurs politico-économiques et sociaux en Algérie. Déjà aujourd'hui, on voit très bien, d'ailleurs ça a été déclaré par la presse algérienne, le dinar a chuté de manière draconienne, il est arrivé à peu près, on l'a échangé à 218 dinars contre 1 euro au marché noir, quand la Banque d'Algérie l'échange à 134. Déjà à 134, c'est déjà grave. Alors, parlons de 218. Donc, ça va impacter l'inflation, ça va impacter le pouvoir d'achat des Algériens. Et bien sûr, ça va compliquer la situation sociale des Algériens au quotidien. Et bien sûr, ça va se répercuter, bien sûr, sur le voisin. Tout le monde, aujourd'hui, a peur qu'il y ait instabilité chronique en Algérie et personne ne cherche, ni ne veut, ni aspire à ce que l'Algérie vit une situation d'instabilité chronique. Et on le voit très bien d'après les réactions à l'étranger, la France qui cherche quand même à apaiser la situation et on pense que la chose va se passer de manière assez calme et qu'il y aura quand même une transition normale. La Russie qui parle d'un fait complètement interne et on ne veut pas s'immiscer. Et il y a quelque chose de très important. Le 11 mars dernier, l'ambassadeur algérien à Washington. Le 11, peut-être février? Oui, oui. Nous sommes le 12 mars. Oui, le 11, mais hier, le 11 mars, M. Garboui, l'ambassadeur algérien en Algérie, a commencé à parler d'achat d'armes des États-Unis. On se pose la question, est-ce que ce sont des yeux d'eux qu'on commence à faire à Washington? Et déjà, la déclaration de Washington, elle était vraiment très équilibrée concernant l'Algérie. Donc, il y a effectivement une peur terrible concernant la situation en Algérie et personne ne veut revenir à la décennie sombre qu'a vécu l'Algérie de 99 à 2002. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Au Venezuela, toute une partie du pays est encore privée d'électricité. L'Assemblée nationale acquise à l'opposition a décrété l'état d'urgence. Hier, un décret symbolique qui illustre la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays depuis jeudi soir. Plusieurs États n'ont plus de courant, bien que celui-ci revienne de manière parcellaire dans la capitale. Juan Guaidó a convoqué ce mardi des manifestations partout au Venezuela pour faire pression sur le gouvernement.
Au Royaume-Uni, c'est le moment de vérité. À 17 jours de la date fixée pour le Brexit, les députés britanniques devaient se prononcer aujourd'hui sur l'accord de divorce avec l'Union européenne. Theresa May espère les convaincre avec des garanties décrochées à la dernière minute. Les députés de la Chambre des communes qui sont appelés à voter pour la seconde fois avaient massivement rejeté le 15 janvier dernier une première version du texte. Les développements avec Rizla Taïbi. Theresa May a de quoi être complètement déconcertée. Westminster va décider dans quelques instants du sort du projet qu'elle a porté à bout de bras et dont l'issue pourrait plonger un peu plus le Royaume-Uni dans l'incertitude. À moins de 3 semaines de la date prévue du Brexit, les députés britanniques voteront dans la soirée sur le traité de retrait de l'UE qui doit permettre une sortie en douceur de leur pays de l'Union européenne et qui l'avait massivement recalé en janvier. Pour éviter une nouvelle défaite humiliante, Theresa May s'était rendue hier soir à Strasbourg pour des négociations de dernière minute, au terme desquelles elle a annoncé avoir obtenu des changements légalement contraignants, mais qui risquent de ne pas être suffisants pour convaincre la Chambre des communes. Si l'accord devait être rejeté, les députés voteront mercredi sur la possibilité de sortir de l'UE sans accord, un scénario redouté par les milieux économiques. Si cette option est exclue, le Parlement votera à nouveau jeudi sur une proposition de report limité du Brexit. Les 27 devront toutefois donner leur accord à l'unanimité et les dirigeants européens ont prévenu que toute demande en ce sens devrait être dûment justifiée. Retour à l'actualité nationale avec ce mémorandum d'entente visant à promouvoir la coopération législative entre le Maroc et les Émirats arabes unis, signé par le président de la Chambre des conseillers et la présidente du Conseil fédéral. L'accord vise à insuffler une nouvelle dynamique à la collaboration entre les instances et groupes d'amitié des deux institutions. Reportage Abdelhafed Lamnouar et Marwan Kabassa, le récit est de Salima Benabou. Cette signature permet de renforcer la coopération parlementaire entre deux représentations nationales. L'accord, paraphé par Hakim Benchimesh, président de la Chambre des conseillers, et Amel El-Koubaïsi, présidente du Conseil national fédéral émirati, vise à favoriser les échanges entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun. La signature de ce mémorandum d'entente reflète le désir profond d'encadrer, de renforcer la coopération parlementaire entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis. L'accord devra contribuer à l'impulsion des liens de coopération vers davantage de coordination. Durant l'entretien qui a suivi, les deux responsables ont rappelé l'importance de la diplomatie parlementaire en faveur d'une meilleure collaboration entre les deux pays et évoqué l'exploration de nouvelles pistes de coopération. Les relations entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis franchissent un nouveau cap. Nous avons convenu de doper la coopération entre les deux institutions législatives et d'ouvrir de nouveaux horizons à l'action commune. La responsable émirati a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume, rappelant que la souveraineté du Maroc ne peut faire l'objet d'aucune contestation ni de controverse. Autre titre de ce journal, cette fusillade à Gulmim. Un homme a tiré hier soir sur des passants avec un fusil de chasse faisant 1 mort et 11 blessés. Le suspect âgé de 44 ans qui résidait auparavant à l'étranger pourrait souffrir de troubles mentaux selon les premiers éléments de l'enquête. Reportage Hussein Ouzig et Rafik Agomad sur un récit de Amina Ben Khalq. C'est au centre hospitalier régional de Gulmim que les 11 blessés ont été transportés d'urgence hier. Ils ont été victimes des coups de feu tirés par un individu qui a utilisé un fusil de chasse dans le quartier Tegna. Un drame qui a malheureusement coûté la vie à une personne. Certains de ces blessés disent avoir échappé de justesse au même sort. En arrivant au quartier, des femmes étaient en train de crier, de me prévenir que quelque chose n'allait pas. En me retournant, j'ai senti une balle me frôler. À ce moment, je me suis écroulé par terre. Un ami est venu à mon secours. En essayant de me sauver, j'ai tout de même reçu une balle à la main et au dos. 11 personnes ont dû être hospitalisées, parmi elles 2 ont été transférées à l'hôpital militaire, car le premier est un militaire à la retraite. En revanche, pour le deuxième, c'est la famille qui a beaucoup insisté. Les 8 autres blessés ont passé la nuit ici. Leur état est stable, ils sont en bonne santé mais toujours sous surveillance.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect qui a été arrêté par les éléments de la police souffrait de troubles mentaux. Le présumé coupable, qui résidait auparavant à l'étranger, aurait ouvert le feu de manière aléatoire, ce qui a causé la mort d'un jeune homme de 28 ans et blessé 11 personnes. Une scène traumatisante pour les habitants du quartier. Les habitants du quartier ont réellement eu peur. Certains n'avaient jamais entendu des coups de feu auparavant. Il faut plus de contrôle au niveau des autorisations d'usage des fusils de chasse pour éviter que des enfants ou des personnes psychologiquement stables puissent en avoir entre les mains. Après son interpellation, le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l'hôpital et sera ensuite soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les circonstances de cet acte. Revenons à présent sur ce triple homicide à Meknès. Vendredi dernier, les habitants du quartier Wahda ont été alertés par une odeur nauséabonde qui émanait d'une maison. Arrivée sur place, la police a découvert 3 corps sans vie. Les investigations menées par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire ont permis d'interpeller le principal suspect. Il s'agirait d'un membre de la famille. Les développements dans ce reportage de Ala Dilhmini et Sarah Jabri. C'est une découverte macabre qui a provoqué une onde de choc à Meknès. 3 cadavres ont été découverts vendredi dernier à l'intérieur de leur demeure située au quartier El Wahda. Il s'agit d'une femme, propriétaire de la maison, son fils âgé d'une vingtaine d'années et sa sœur. Une odeur nauséabonde émanait de la maison. J'ai alerté un agent d'autorité qui a à son tour appelé la police. J'ai vu les 2 victimes il y a quelques jours, puis elles ont disparu. La maison était fermée à clé. Le maçon, qui procédait à des travaux de rénovation chez elles, est venu sonner à leur porte, mais en vain. Nous sommes toujours sous le choc. C'était une famille très discrète. Il n'y avait que le jeune homme qui échangeait un peu avec les voisins. Les dépouilles retrouvées étaient dans un état de décomposition avancé. Le meurtre pourrait donc remonter à plusieurs jours. Aussitôt alerté, le service préfectoral de la police judiciaire de Meknès a déployé les grands moyens pour élucider les circonstances exactes de ce drame. En coordination avec la brigade nationale de la police judiciaire et grâce aux expertises génétiques menées par la police scientifique et technique sur les lieux du drame, nous avons pu identifier et arrêter le principal suspect. Il s'agit d'un homme âgé de 70 ans et qui n'est autre que le frère aîné des 2 femmes. Selon le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, les victimes ont été assassinées à l'aide d'une arme blanche. Sans transition, place à notre série, les métiers de 2M. Nous allumons les projecteurs ce soir sur le métier d'animateur, des visages populaires bien connus du public qui apportent la joie, l'émotion et la bonne humeur dans les foyers. Nous avons suivi Atiq Benchiger et Leila Chouaï dans les studios de la chaîne. Reportage Mohamed Esra, Youssef Ghazi, le récit est de Samia Harsi. Noujoum Red, un programme qui nous fait voyager vers les années 90 aux commandes de l'émission. Atiq Benchiger, un visage bien connu des téléspectateurs qui officie à l'antenne depuis 3 décennies à travers divers produits télévisuels comme Bissat Rih, Naram Arabi et la liste est longue. 3 décennies qui sont passées comme un clin d'œil à la rapidité de l'éclair. C'est une expérience qui m'a appris des choses et ouvert des horizons que je n'aurais pas pu découvrir à l'extérieur de 2M. ما كانش تتاح لنا تعلمها لو كنا خارج هذا السرب ديال دوزام. Leila Chouaï se dirige vers le plateau de Sabahiyat. Elle révise ses fiches avant d'accueillir les artistes invités à l'émission. La profession d'animatrice n'est pas facile. Cela demande un travail de recherche et des efforts avant le passage à l'antenne. Il faut toujours être au fait des nouveautés et des dernières informations artistiques. L'invité vient d'arriver sur le plateau. Leila s'entretient avec lui dans la bonne humeur. Ce travail en coulisses est primordial et contribue à la réussite de l'émission.
Culture, design et art, CDA pour les intimes, un nouveau venu sur la scène culturelle casablancaise, un espace transversal disposant à la fois d'une salle d'exposition et d'un corner dédié aux livres et à la culture visuelle. La galerie a ouvert le bal avec une exposition de l'artiste designer Rachid Lemouddin. Reportage Mohamed Badawi sur un récit de Samia Haris. Des plantes en carton, tout droit sorties de l'univers original de Rachid Lemouddin. Pour cet artiste plasticien et designer, ce matériau qui sert habituellement d'emballage est une source infinie de création axée sur le développement durable et sur l'éco-design. Mon approche artistique dans cette exposition, c'est promouvoir en tout cas une expression sensible, accessible à tout. Aussi, je dirais, promouvoir l'écologie en tant que thème de création, innovation. L'exposition de Rachid Lemouddin est l'événement inaugural d'un nouvel espace culturel. La galerie Culture, Design et Art se destine à abriter des manifestations de différentes disciplines artistiques. C'est une galerie, c'est une librairie, c'est un lieu de débat. CDA se veut lieu de réflexion, de stimulation, voilà. Et la réflexion est déjà intensément lancée et concentrée sur l'univers de Rachid Lemouddin et ses objets hybrides qui réussissent avec intelligence à joindre l'utile à l'agréable. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Après l'euphorie, c'est le doute qui s'empare des Algériens. Si dans un premier temps, les mesures annoncées hier par le président sortant ont été saluées, très vite elles ont été qualifiées de subterfuge par les Algériens. Les manifestations ont repris ce mardi avec de nouveaux slogans. Des dizaines de milliers de personnes, des étudiants pour la plupart, ont investi les rues d'Alger pour exprimer leur refus des décisions prises par Abdelaziz Bouteflika. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.my et sur l'application My2M. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.